dans la bibliothèque de la ferme. Le siècle de Luther et de Christophe Colomb. La Réforme. Vers 1513, Luther énonça donc une nouvelle doctrine, selon laquelle le pécheur ne peut avoir aucune influence sur le salut de son âme, qui est tout entière l'œuvre de Dieu. Les œuvres humaines ne doivent pas être effectuées pour le salut de la personne, mais pour l'amour de Dieu. Contrairement aux textes critiques d'autres penseurs considérés comme hérétiques, ceux de l'anglais Wycliffe ou du tchèque Hus par exemple, et qui furent écrits à la main et diffusés à 200 exemplaires, les thèses de Luther ont bénéficié de l'invention de l'imprimerie, et en 3 ans, 300 000 exemplaires de ces 95 articles furent vendus. Ces thèses soulevèrent un tel enthousiasme que les princes hésitèrent d'abord à les condamner. Selon Marc Ferraud, l'imprimerie fut sans doute la plus grande révolution de l'histoire du point de vue technique, car elle fut à l'origine de la division de la chrétienté. Le protestantisme gagna toutes les régions capables de se doter de presse d'imprimerie, c'est-à-dire les pays du Nord, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne et la Scandinavie. Il existait donc déjà un rapport entre d'une part la religion et d'autre part l'économie et le développement technique. Ce rapport, nous l'étudierons plus en profondeur lorsque nous parlerons du livre de Pierre Mussot, La religion industrielle. L'Église catholique a d'abord opposé peu de résistance au progrès de la Réforme, ce qui explique la rapidité de son extension dans l'Europe entière. En fait, si l'Église et la papauté n'ont pas été complètement balayées, c'est d'abord parce que la crainte du chaos social et politique incita les rois et la noblesse à freiner la diffusion du protestantisme. Ils demeuraient catholiques, non pas parce qu'ils étaient papistes, mais parce qu'ils avaient peur que ces bouleversements ne détruisent l'ordre établi. Dans ce contexte de guerre civile, l'Église apparaissait comme un élément de stabilité. La contre-réforme catholique reposa en grande partie sur les jésuites, ordre créé par Ignace de Loyola, un ancien officier espagnol. D'un idéal de chevalerie militaire, les jésuites voulaient passer à un idéal de chevalerie spirituelle. Approuvé par le pape, l'ordre est placé directement sous son autorité et réussit à s'imposer malgré la présence des dominicains qui dominaient la vie culturelle, politique et religieuse, surtout en Espagne, et incarnaient l'Inquisition plus que le pape lui-même. Les grandes découvertes. Au XVIe siècle, le cœur du monde actif est passé de la Méditerranée à l'océan Atlantique. Il serait tentant d'expliquer ce déplacement par les découvertes qui ont permis la constitution des empires coloniaux, mais cette vision européocentriste de l'histoire conduirait à ignorer les autres événements qui sont à l'origine de ce bouleversement, et en particulier la menace musulmane aux portes de l'Europe. L'ancienne route des épices était en effet désormais coupée par l'Empire ottoman, et c'est pour contourner l'obstacle turc que les Portugais puis les Espagnols se lancèrent dans les grandes expéditions afin d'atteindre les pays d'Extrême-Orient par la mer. Une autre raison, peu connue, permet de comprendre cet élan aventurier. Fragilisée par la montée des États, par l'affermissement de l'autorité du roi de France ou d'Espagne, ou encore par l'essor de la paysannerie, la noblesse a ressenti le besoin de redorer son blason par de nouvelles actions. Face aux bouleversements économiques et au développement du commerce, la petite noblesse, ruinée, qui ne peut s'associer aux marchands sans déroger, cherchait ailleurs une compensation à sa décadence. En 1492, le castillan fut la première langue à se doter d'une grammaire et succéda au latin comme langue de l'Empire.
Le castillan fut donc la première langue moderne que l'on enseigna au monde et aux Indiens en particulier. La grammaire italienne date de 1529, la grammaire française fut rédigée par Maigret en 1550. La proximité de ces événements dans le temps montre qu'ils sont liés entre eux. Ainsi, du point de vue de la vitalité de la foi, de l'esprit de conquête et de l'esprit humaniste, l'Espagne fut le leader de l'Europe au XVIe siècle. En un siècle, sa domination a changé le monde. L'afflux d'or et d'argent d'Amérique fut à l'origine de la prépondérance politique espagnole en Europe au XVIe siècle. Mais ces richesses ne firent que passer entre leurs mains. Les Espagnols dépensèrent sans compter, ils achetèrent des alliances, ils soutinrent de longs et coûteux conflits, ils financèrent des mercenaires, si bien qu'après les nombreuses guerres entreprises par Charles Quint et Philippe II, notamment contre la France et l'Angleterre, l'Espagne finit par être ruinée. Ce furent les Italiens, mieux formés au commerce de l'argent, qui tirèrent le mieux parti des richesses amenées par les grandes découvertes. La découverte et le pillage des richesses d'Amérique par l'Empire espagnol ont préparé la première unification économique du monde. Elles ont aussi donné lieu à l'unification alimentaire du monde et à l'unification microbienne. Ainsi, la première cause de mortalité des Indiens d'Amérique ne fut pas les mauvais traitements, mais les maladies, celles-ci ayant été en partie sciemment propagées. Après la formation de l'Empire espagnol, et suite aux scandales que provoquèrent les massacres et les mauvais traitements infligés aux Indiens, une loi fut promulguée en 1556 par Philippe II. Cette loi interdisait les mots conquistador et conquista. Il fallait désormais parler de grandes découvertes et de colons. Ainsi, dès le milieu du XVIe siècle, l'idéologie de la conquête est remise en cause par l'État lui-même, qui ne veut pas passer pour un conquérant, mais pour un civilisateur. Au début du XVIe siècle, il existe 3 traites d'esclaves. La traite atlantique, la traite arabe et la traite interafricaine. Au total, sur plusieurs siècles, la traite arabe s'éleva à 4 millions de captifs, tandis que la traite atlantique préleva 14 millions d'hommes et de femmes en Afrique pour les réduire en esclavage. La traite arabe, et dans une plus grande mesure, donc, la traite atlantique, n'aurait pas pu atteindre si rapidement une telle ampleur si la traite interafricaine ne leur avait préparé le terrain. Néanmoins, et c'est important de le souligner, la traite interafricaine n'avait pas les mêmes objectifs que les deux autres. Les Africains ne capturaient pas ces hommes pour les faire travailler, mais pour manifester leur richesse. Les Arabes, et surtout les Européens, surent exploiter cette traite. Et ainsi, les 9/10 des esclaves qui parvenaient en Amérique provenaient de ces réserves. Anvers fut la plus grande place financière de l'Europe jusqu'en 1575. Toutes les richesses d'Europe et celles du Nouveau Monde transitaient par elle. C'est là que les Espagnols débarquaient une partie de l'or et de l'argent prélevés dans les mines en Amérique. Les banquiers finançaient les élections de l'empereur espagnol. Au XVIe siècle, les plus puissants d'entre eux étaient les Fugger, en Allemagne, enrichis dans le commerce des épices et des étoffes, avant de diriger les exploitations de mines de cuivre. Mais ils étaient surtout connus pour être les banquiers des papes. Les impôts que levait l'Église dans l'Europe centrale et septentrionale passaient par leurs banques. Et c'est en finançant l'élection de l'empereur Charles Quint qu'ils atteignirent le sommet de leur puissance. Les changements dans les relations internationales au XVIe siècle. Charles Quint domina l'Europe de 1516 à 1558. Géant politique, il régnait sur un empire où le soleil ne se couche jamais, mais qui avait un réel handicap. Écartelé entre tous ses royaumes, il n'avait pas de centre, ou plutôt, il avait un centre,
mais qui fut à l'origine de nombreux problèmes, le royaume de France. La deuxième menace qui pesait sur le royaume de Charles Quint était celle de l'Empire ottoman, alors à l'apogée de sa puissance territoriale, et qui alla jusqu'à assiéger Vienne en 1529. Cette menace s'accentua lorsque François Ier s'associa à Soliman le Magnifique. Enfin, l'autorité de Charles Quint était mise à mal par la Réforme et la révolte des princes protestants. Et pour l'affaiblir encore plus, François Ier décida de se rapprocher des princes protestants. Mais le principal problème de l'empereur demeurait la dispersion de son immense empire à une époque où les distances se mesuraient en semaines et en mois. L'empereur dut ainsi faire face à des résistances ou à des révoltes régionalistes, particulièrement vivaces en Castille ou en Flandre, là où les gens ne voulaient plus être sous la dépendance d'un prince bourguignon allemand. Du XIIIe au XVIe siècle, donc, avant l'Espagne, l'Italie fut au cœur de la prospérité du monde occidental. L'Italie du Nord, et la Toscane en particulier, exercèrent pendant quelques siècles une suprématie culturelle, industrielle et commerciale sur tout le continent chrétien. Le dynamisme de son activité économique s'appuyait sur le commerce des épices que les Vénitiens allaient chercher en Syrie et en Égypte, tandis qu'à la suite de l'essor de l'industrie du drap et de la soie, Florence développait de son côté la banque. Elle avait pour clients tous les princes d'Europe ainsi que la papauté. Néanmoins, les grandes découvertes devaient bouleverser les choses, et sans parler de déclin et encore moins d'appauvrissement, l'Italie dut s'adapter aux nouvelles circonstances mondiales à cette première mondialisation. Alors que le terme « Moyen Âge » est apparu bien plus tard, celui de Renaissance date des XVe et XVIe siècles, quand, encouragés par les princes et les mécènes, des savants et des artistes, surtout italiens, se sont engagés dans des voies nouvelles qui les ont éloignés des traditions de l'Europe chrétienne. Si le retour à l'enseignement de l'Antiquité en a été une manifestation, ainsi qu'une nouvelle forme de l'art, le développement des connaissances positives, l'astronomie, la géographie, l'anatomie, la médecine, a également accompagné cette renaissance. Tandis qu'au siècle précédent, l'homme s'intéressait essentiellement à son salut, ce qu'exprime son art par exemple, à partir du XVIe siècle, il s'intéresse aussi à l'univers et à lui-même. Dans les domaines de la pensée et de l'art, la maîtrise italienne était inaccessible aux sociétés demeurées prisonnières de la pensée scolastique et des canons de la piété. Ni la pensée de Léonard de Vinci, ni celle de Machiavel n'étaient intelligibles ni acceptables, même dans la plupart des milieux cultivés, étant donné l'insuffisante maturité des premiers humanistes, à l'exception d'Érasme de Rotterdam, Lefebvre, Thomas More et certains autres. Mais, sans aller donc jusqu'à l'avant-garde italienne, face au pouvoir théologique et scolastique, universitaire et clérical, commençait néanmoins à apparaître une culture autonome plus ou moins étrangère à l'Église, et qui s'adressait aux bourgeois comme aux princes. Petit à petit se constituait ainsi une sorte de république des lettres qui, partie d'Italie, se répandit en Europe sans être polarisée par les problèmes de la foi. La richesse des Italiens s'explique par leur capacité d'adaptation. Après avoir perdu ses colonies en mer Noire, Gênes sut tirer de l'or espagnol tous les avantages possibles. Les banquiers de Pise, de Florence et de Venise surent également en bénéficier. Leur prospérité était en fait de moins en moins fondée sur le commerce et de plus en plus sur l'or et l'argent venus d'Espagne. Ne disposant pas encore d'une économie suffisamment moderne, l'Espagne dilapida sa fortune. Les banquiers et les commerçants italiens surent, par leur expérience, leurs institutions et leurs talents, s'adapter au changement du monde, plus cultivés que les marchands français et espagnols qui ignoraient les chèques et les traites, mieux formés pour la banque, les Italiens partirent à la conquête de l'Europe.
Ils s'installèrent dans les villes les plus dynamiques, telles Séville, Lisbonne, Londres, Amsterdam ou Paris. Les élites italiennes s'installèrent également et essentiellement en France, notamment en tant qu'évêques. Et fatalement, cette omniprésence italienne finit par susciter la jalousie et le ressentiment, alors qu'une identité nationale française était désormais consciente et clairement constituée au XVIe siècle. Lorsqu'il abdiqua, Charles Quint fut obligé de partager son héritage en deux. Son frère Ferdinand obtint le titre d'empereur avec les possessions autrichiennes et allemandes des Habsbourg, tandis que son fils, Philippe II, hérita des Pays-Bas, de la Franche-Comté, du Milanais, de la Sicile, de Naples, de l'Espagne et de ses colonies. Privé du titre d'empereur, Philippe II n'avait pas le prestige de son père Charles Quint. Mais il était né espagnol, né en Espagne, et n'avait à se battre que sur deux fronts, l'Atlantique et la Méditerranée. Pour autant, ce fut aux Pays-Bas où la moitié de la population s'était convertie au protestantisme que vinrent ses principales difficultés. Guillaume d'Orange était le chef de la résistance néerlandaise et il se dressa contre la volonté de Philippe II de catéchiser tout le monde. Néanmoins, il ne parvint pas à entraîner les 17 provinces des Pays-Bas derrière lui. Une partie d'entre elles, les provinces catholiques du Sud, restèrent fidèles aux Espagnols pour former la Belgique, tandis que 7 provinces calvinistes du Nord firent sécession et proclamèrent leur indépendance sous le nom de République des Provinces-Unies, qui deviendront les Pays-Bas. Malgré les assauts répétés des troupes de Philippe II, qui constituaient tout de même la plus grande puissance du monde, les Provinces-Unies survécurent. Mais les guerres avaient considérablement affaibli la région, et l'industrie de la laine de Flandre en sortit ruinée. Tandis qu'Anvers était sur le point de perdre sa primauté économique, Amsterdam et Londres commencèrent à développer leur puissance maritime. Pendant ce temps, Philippe II était également confronté à la menace turque qui gênait le commerce espagnol en Méditerranée. Il écrasa les navires turcs à la bataille de Lépante, aujourd'hui en Grèce, en 1571. Ce fut la plus grande bataille de toute l'histoire de la Méditerranée par le nombre de bateaux qui s'affrontèrent. Elle fut décisive en ce sens qu'elle épuisa les deux adversaires qui se retirèrent chacun sur leur zone d'influence immédiate. Vers le milieu du XVIe siècle, un ennemi imprévu se dressa face à l'Espagne de Philippe II, l'Angleterre. L'île devenait une vraie puissance maritime qui menaçait les possessions espagnoles. Ce fut la reine Élisabeth, dont le règne dura toute la deuxième moitié du XVIe siècle, qui donna un nouvel essor à la puissance maritime anglaise. Elle fit sienne une doctrine qui est à l'origine de la politique anglaise depuis 1580. Celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde, et par conséquent le monde lui-même. La reine commença par financer des pirates qui, suffisamment mobiles, finirent par semer la terreur sur toutes les mers empruntées par les navires espagnols. Francis Drake, le plus célèbre d'entre eux, avait une technique efficace à défaut d'être honorable. Il laissait les Espagnols faire travailler les Indiens et rapporter de l'or depuis les Andes jusqu'au Panama, puis il raflait la mise avant de revenir en Angleterre. Ce furent ces coffres remplis d'or qui convainquirent les Anglais d'aller coloniser l'Amérique du Nord, mais ils furent d'abord déçus en n'y rencontrant pas de grandes richesses, ce qui fut sans doute à l'origine d'une autre forme de colonisation. Ainsi, contrairement aux Espagnols qui voyaient dans la colonisation la grandeur de l'État, les Anglais s'installèrent sur ce nouveau continent pour exploiter sur place les richesses du pays, voire les peuples. Finalement, la victoire de l'Angleterre contre l'invincible Armada, en 1588, annonça le début de la suprématie de la puissance maritime anglaise. Le royaume de France. Au milieu des conflits religieux,
La fragilité nouvelle des monarques européens au XVIe siècle illustre un changement de perspective. Petit à petit s'impose l'idée selon laquelle c'est l'État et non plus le roi qui est au-dessus de la société. Ainsi, en pleine guerre des religions, Henri III et Henri IV ne peuvent plus fonder leur autorité sur leur capacité à distribuer ou à contenir la violence, et ils ont payé de leur vie leur nouveau rôle d'arbitre entre les catholiques et les protestants, entre les villes bourgeoises et les nobles. Après eux, Richelieu sera une sorte de roi arbitre, et cette conception qui s'impose à cette époque survit encore aujourd'hui, l'État est l'arbitre souverain. En France, les protestants jouaient double jeu. Ils affirmaient défendre la liberté de lecture de la Bible face à l'interprétation qu'en faisait une Église débauchée, mais leur objectif réel était de mettre fin à une monarchie trop liée à la papauté et à l'Église. La soif de liberté religieuse qu'ils firent valoir n'était qu'un masque pour prendre le pouvoir et instituer une république comme l'avait fait Calvin à Genève. Dans tous les pays où ils s'étaient révoltés au nom de la tolérance religieuse, les calvinistes avaient fini par prendre le pouvoir, que ce soit à Genève ou aux Pays-Bas. Il s'agissait davantage, comme disait Montaigne, d'une volonté de s'affranchir de l'autorité du roi que d'un vrai désir de liberté. Et en réalité, le modèle de société instauré par Calvin en Suisse était beaucoup plus intransigeant et tyrannique dans ses pratiques ou ses lois que celui des rois de France. Pour autant, il faut se garder de l'excès contraire et réduire les guerres de religion à des enjeux strictement politiques ou stratégiques. Certes, beaucoup de nobles s'étaient convertis au protestantisme pour affaiblir le roi, mais le petit peuple, souvent jaloux de la place sociale élevée des protestants, était réellement catholique et fanatique, surtout à Paris.